Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'un citoyen qui n'est pas vacciné n'est plus totalement un citoyen? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a 65 millions de citoyens et que tout le monde est citoyen. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont pas une responsabilité particulière dans cette période à assumer. Mais je crois qu'il faut mesurer les propos. Mais le président, il dit nos concitoyens ont des devoirs avant d'avoir des droits. Les citoyens, ils ont, comme tout le monde le sait, ils ont des droits et des devoirs, hein, mais ils sont citoyens. Et moi, je crois que dans ce débat, il faut remettre les choses au centre. Allons-y. Ce qui est important, c'est que les gens qui ne sont pas vaccinés et qui font peser, c'est vrai, sur le système de santé, les hôpitaux, les soignants sont à bout, une charge insupportable, eh bien, ils doivent avoir des obligations supplémentaires par rapport à d'autres. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est le passe vaccinal. Oui, bien sûr. Et là-dessus, il faut l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de cliver et de fracturer encore plus la société qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut dire les choses clairement. Moi, je suis pour que ceux qui ne sont pas vaccinés et qui ont aujourd'hui une responsabilité particulière dans ce qu'on est en train de traverser, ils aient des obligations supplémentaires. Voilà. Et quand ils aient des contraintes supplémentaires. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de cliver et de tendre la société davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça veut dire, Laurent Berger, que les mots vous ont choqué. On a beaucoup entendu depuis hier des gens qui disent, en fait, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais peut-être, mais il est président de la République. Et sans doute, et je le sais, les soignants, ceux de la CFDT en particulier, en ont assez aujourd'hui de devoir faire face à un afflux dans les services de réanimation, mais aussi les services d'urgence, de personnes qui n'ont pas voulu assumer leur part de responsabilité individuelle dans la gestion de cette crise sanitaire. Mais ils les soignent quand même. Mais bien sûr, ils les soignent parce que ce sont les soignants. Et donc, bien sûr qu'il y a un sentiment un peu d'exaspération et légitime, et parfois c'est le mien aussi, vis-à-vis de personnes, et notamment ceux qui sont les plus militants, qui expliquent qu'il n'y a pas besoin de vaccination, etc. La vaccination est la solution, soyons très clairs, à cette crise sanitaire. Pour autant, il faut faire attention. On est aussi dans une société fatiguée, une société qui se tiraille beaucoup, à ne pas la fracturer davantage. Donc, des obligations supplémentaires pour les personnes qui assument de ne pas se faire vacciner, mais pas de stigmatisation. Et des mots choisis quand on est président de la République, c'est ça que vous dites? Oui, bien Ce qui sûr, pourrait vous répondre, bien le sûr. président de la République, s'il était là, c'est que pour être entendu des Français, il faut parler cash, il faut parler vrai, il faut parler franc. Mais on peut parler cash, je viens de vous parler cash, je crois que je viens de dire qu'il faut que les personnes qui soient non vaccinées assument d'avoir des contraintes supplémentaires. Et on peut le faire dans le respect des uns et des autres, et surtout avec un souci, dans un souci qui est celui de ne pas fracturer davantage la société. Vous savez, les débats qu'on va avoir dans les mois à venir, ils vont être déjà suffisamment compliqués. Et on risque de ne pas avoir les vrais débats sur les vrais enjeux de la société tels qu'ils sont. Mais on n'a pas besoin de se foutre sur la gueule, excusez-moi, pour parler aussi un peu crûment. Vous voyez, on y vient, c'est ça le problème. Non, mais non, le problème, c'est qu'on a le droit d'avoir de la modération dans l'expression. Ça ne veut pas dire d'avoir de la modération dans l'action et dans les décisions qui sont prises. À votre avis, pourquoi il fait ça, Laurent Berger? Je sais pas, mais vous savez, j'ai pas tellement envie de rentrer là-dedans, moi. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de regarder comment, dans le monde du travail, on traverse cette période. Vous dites la société est fragile, s'il parle de Eh bien, cette manière-là. À votre avis, qu'est-ce qu'il cherche, le président de la République? Je crois qu'on a besoin, il y a une profonde fatigue psychologique. On a lancé, nous, avec la Fondation Jean Jaurès, avec une douzaine d'experts, un travail de fond sur l'analyse de ce qui est en train de se passer dans la société. On voit bien que les jeunes sont aussi particulièrement impactés. Eh bien, on a besoin, je crois, de paroles rassurantes et d'apaisement et de choix clairs. Et ça, les choix clairs, moi, je ne les remets pas en cause. Je crois qu'il faut assumer ça. Mais on n'a pas besoin, je crois, de cliver. Ça veut dire que vous craignez des violences de la part des antivax ou pas? Je les redoute, comme tout le monde, il y en a eu. Il y en a eu la nuit, pas la nuit dernière, mais celle d'avant, en Guadeloupe, contre le directeur d'hôpital et son adjoint. C'est insupportable. Donc, je crois qu'il faut apaiser. Mais vous savez, on peut dire que les propos n'étaient pas adaptés en termes de mots, sans pour autant se faire le défenseur, ce que je ne suis pas et je ne serai jamais, des antivax et des plus virulents et des plus dingues, excusez-moi de le dire comme ça, qui disent n'importe quoi, qui attaquent des journalistes, qui subissent des violences, qui amènent des violences, notamment qui contre les attaquent aussi élus. des parlementaires et des élus. Alors, il n'y avait pas que ça dans cette interview. Il y avait quelques éléments de programme peut-être du futur candidat Emmanuel Macron. Plusieurs pistes évoquées sur la question notamment des droits de succession. Il évoque la transmission populaire. Le président veut accompagner les gens pour qu'ils puissent aider à transmettre les patrimoines modestes. Qu'en pensez-vous? Et vous savez, il y a un rapport du Conseil d'analyse économique qui est quelque chose de très sérieux et qui est paru en fin d'année dernière, en décembre 2021, qui montre qu'il y a une profonde inégalité aujourd'hui dans la transmission de patrimoine. La moitié de la population française, elle reçoit 70 000 euros en termes de transmission de patrimoine. Et parmi eux, une grande totalité, rien du tout.
Les 1% les plus riches, c'est plusieurs millions d'euros. Moi, je trouve qu'on a une société de rentiers qui est en train de se créer. Ça bouleverse l'égalité des chances au départ, parce que lorsqu'on hérite, on n'a pas forcément eu le mérite que certains prônent par ailleurs. Et donc, moi, je crois qu'il faut taxer davantage les patrimoines, la transmission de patrimoine. Et la proposition, c'est de le faire. Si vous le faites dès le premier euro, lorsque vous transmettrez quelque chose, un bien à 200 000 euros, ce sera 200 euros. Y compris Mais pour si les vous le petits faites à patrimoines. un bien de 1 million d'euros, ça rapportera 10 000 euros. Et lorsqu'on parle de financer, par exemple, la perte d'autonomie, qui est un vrai défi, qui est un vrai mur qui est devant nous, et on n'est pas encore au rendez-vous pour financer la perte d'autonomie des personnes les plus âgées dans notre société, eh bien, on aurait de la ressource aujourd'hui autour de plusieurs milliards par an. Ça veut dire taxer davantage les successions de manière progressive, c'est-à-dire pas favoriser forcément les donations. Vous savez, le patrimoine, c'est 10% de la population qui possède 50% du patrimoine en France. Et ça, c'est une profonde inégalité. Et donc, la question, il n'est pas de confisquer, il n'y a pas de volonté confiscatoire, mais que lorsqu'il y a transmission, eh bien, on taxe la transmission de patrimoine. Et ce sera sans doute un sujet de la campagne. Oui, parce que c'est un sujet de solidarité, et c'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Il y a eu dans cette interview, d'ailleurs, d'autres beaux sujets, comme l'Europe et autres. Et il y a eu un autre beau sujet, sans doute, sur la question des métiers du soin. Le président dit qu'il faut revaloriser, reconnaître les métiers du soin, la formation tout au long de la vie, revoir les temps de travail, le payer dignement. Vous saluez la prise de conscience ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr sur la santé, c'est vrai sur l'éducation. Vous savez, le personnel aujourd'hui dans l'éducation nationale est très perturbé, est très percuté, parce qu'ils apprennent le dimanche soir pour le lundi comment ils doivent procéder. On est à des remplacements juste à temps dans les établissements. C'est compliqué. Donc oui, il faut davantage considérer ceux qui sont aujourd'hui notre richesse, c'est-à-dire ces agents publics qui apportent du soin, qui apportent de l'accompagnement social ou éducatif, etc. Et il faut revaloriser les carrières. Il faut augmenter le salaire des professeurs et repenser la fonction des enseignants. Mais c'est pas un sujet tabou pour nous, mais il faut revaloriser les salaires, ça c'est sûr, des soignants, ça a déjà été fait avec le Ségur, il faut aller plus loin, des métiers du lien, des métiers du social, de l'aide à domicile. C'est pas un tabou, repenser la fonction des enseignants ? Non, c'est pas un tabou. Je veux dire, il y a plein d'enseignants qui ont plein d'idées pour travailler différemment. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les prendre pour quantité négligeable et jamais les concerter, comme c'est malheureusement trop souvent le cas avec ce ministère. Un mot sur le télétravail. Les entreprises sont de retour en télétravail au moins 3 jours pour celles qui le peuvent. Sinon, elles seront sanctionnées. Elles sont appliquées, ces sanctions. Elles peuvent l'être. Elles peuvent l'être parce que c'est une sanction administrative. Maintenant, moi, j'alerte sur le fait que les inspecteurs du travail sont trop peu nombreux. Il y en a 2000 aujourd'hui pour 20 millions de salariés du privé. Donc, c'est aussi notre rôle syndical, nous, d'alerter l'inspection du travail en disant, voilà, il n'y a pas application du télétravail. Il faut cette sanction administrative auprès des entreprises. J'alerte aussi sur le fait qu'il y a 30% de salariés qui sont aujourd'hui télétravaillables, qui peuvent télétravailler. Tous les autres, ils sont en présentiel. C'est ceux qui sont en présentiel dans cette période de crise sanitaire, de pic épidémique, ce sont ces travailleurs dits de deuxième ligne dont on a beaucoup parlé en mars 2020, qui, pour certains d'entre eux, n'ont eu aucune revalorisation. Aucune revalorisation depuis. Et donc, moi, j'insiste beaucoup en ce moment, le sujet, c'est la négociation salariale. C'est le cas dans les transports aujourd'hui, où il y a des négociations. Attention, si le patronat ne répond pas, il y aura des conflits. C'est le cas dans l'agroalimentaire, il y a des branches de la volaille qui ne bougent pas, etc., etc. Donc, on arrive à faire bouger dans certaines branches, mais dans d'autres, c'est très difficile. Attention à ne pas oublier ces travailleurs de deuxième ligne qui, là encore, sont présents dans cette période. On va parler des questions sociales dans cette présidentielle ? On fera tout pour. Il faut parler des questions sociales, il faut parler des questions écologiques. Les syndicats sont encore audibles dans cette séquence-là ? Mais oui, les syndicats sont audibles, les syndicats sont très présents, puis surtout les syndicats ont joué leur rôle dans cette période depuis mars 2020. On a fait en sorte qu'il y ait continuité de l'activité, qu'il y ait protection des travailleurs, qu'il y ait des protocoles sanitaires, qu'il y ait reprise d'activité, qu'on gère les difficultés d'emploi. Je voudrais vous poser une question plus personnelle, Laurent Berger. Vous avez été très proche de Nicolas Hulot, avec lequel vous avez lancé le pacte du pouvoir de vivre. Comment est-ce que vous avez réagi aux témoignages de femmes qui se sont déclarées publiquement victimes d'agressions sexuelles de la part de l'ancien ministre ? J'ai été choqué. La parole des victimes, il faut la respecter. Elle est fondamentale. Nicolas Hulot s'est retiré, c'est bien qu'il se soit retiré.